Depuis quelques semaines, on entend parler d'accords sanitaires signés par certains de nos gouvernements avec les États-Unis sans que l'on sache réellement de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, nous allons mettre les projecteurs sur ce sujet. Nous allons évaluer les risques et nous allons situer les responsabilités. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. L'aide étrangère en matière de santé est un mécanisme stratégique pour faire avancer nos intérêts bilatéraux. Ces mots viennent du document officiel de la stratégie de santé des États-Unis intitulé America First Global Health Strategy, publié en septembre 2025, signé par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et approuvé par le président Donald Trump. Ces mots, ce document nous disent que l'aide américaine n'est pas un acte humanitaire, que ce n'est pas un geste de solidarité, mais que c'est un mécanisme stratégique de politique étrangère pour renforcer les intérêts américains. Vous me direz, c'est légitime. Ce qu'il est moins, c'est qu'il y a des pays africains qui ont signé des accords sur la base de cette stratégie. Quand on consulte le site du ministère américain des Affaires étrangères, on y mentionne, en date du 27 février 2026, 20 pays que vous voyez s'afficher à l'écran. Parmi eux, il y a les usual suspects, des mendiants professionnels et congénitaux. Mais il y a aussi des noms qui surprennent. Botswana, Burkina Faso, Niger. Aïe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Des pays dont les dirigeants se réclament du souverainisme, de la dignité africaine et de la rupture avec l'ordre néocolonial. Douma Boko du Botswana, qui a rejeté une invitation de Donald Trump à se rendre à Washington après la découverte de terres rares critiques pour l'industrie technologique et militaire occidentale, affirmant que si quelqu'un veut discuter des ressources du Botswana, il se déplace à Gaborone. Et qui a aussi refusé de plier face au FMI dans le dossier du diamant. Ibrahim Traoré du Faso et Abdraman Tiani du Niger, qu'on ne présente plus, qui ont chassé les ambassadeurs français, qui ont éjecté la présence militaire occidentale, qui sont sortis de l'organisation sous-régionale de l'AQEC qu'on appelle CEDEAO et qui ont recalibré et se sont réappropriés la gestion des ressources stratégiques du Sahel. Ces pays-là, ces hommes-là auraient signé un accord intitulé America First. Tiens, venez avec moi, on va enquêter. Tout d'abord, on va commencer par analyser plus en profondeur le document concerné. L'America First Global Health Strategy repose sur 3 piliers. Le premier pilier, rendre l'Amérique plus sûre. Waouh! Pour ce faire, les États-Unis vont maintenir 1700 professionnels de santé déployés à l'étranger, dont le travail sera de détecter toute épidémie dans le monde en moins de 7 jours. Ce qui n'est pas dit explicitement, mais qui est structurellement inévitable, c'est que ces agents américains vont collecter en temps réel des données sanitaires sur les populations africaines dans des systèmes d'information qu'ils contrôlent avec des clés qu'ils peuvent couper. Et on a vu ce que ça donne quand ils les coupent. 2 exemples. Quand les voyous d'Orano, depuis la France, ont coupé tous les systèmes informatiques de la Somaïr pour bloquer l'exploitation d'uranium et faire chuter les nouvelles autorités du Niger, ce qui a fort heureusement échoué. C'est le sujet de ma vidéo précédente que vous pourrez voir après celle-ci si ce n'est déjà fait. Et profitez-en pour vous abonner et pour liker. Ou alors, quand en janvier 2025, l'administration Trump a stoppé net des dizaines de programmes sanitaires financés via l'USAID à travers le continent et que du jour au lendemain, des malades sous traitement antirétroviraux se sont retrouvés sans médicaments, des programmes de lutte contre la tuberculose ont été mis à l'arrêt et des équipes de terrain ont été licenciées sans préavis. La surveillance épidémiologique au service de la sécurité américaine, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, rendre l'Amérique plus forte. Tiens! Dans cette partie, le document est d'une franchise rare. L'aide sanitaire est présentée comme un levier contre l'influence chinoise. Pas un virus,
Pas une bactérie, non, l'influence chinoise, explicitement, rien que ça. Le continent africain est un terrain de rivalité géopolitique entre Washington et Pékin. Ce que cela signifie pour nous, nos maladies, nos épidémies, nos systèmes de santé sont des variables dans une équation qui se résout aux États-Unis ou en Chine. Le bien-être des populations africaines, on s'en fout, c'est secondaire. Vous n'êtes pas les sujets de votre propre santé, vous en êtes les objets. Yako. Enfin, le troisième pilier, rendre l'Amérique plus prospère. Maman Nangae, là, le masque tombe complètement. Le document annonce un partenariat pour distribuer à des millions de personnes un médicament de prévention du VIH appelé Lenacapavir. Ce médicament est produit par Gilead Sciences, une entreprise basée en Californie, cotée en bourse, dont les actionnaires sont évidemment américains. La formulation du document est d'une clarté désarmante. L'objectif est d'aider Gilead à s'implanter dans de nombreux marchés, tout simplement. L'aide sanitaire américaine sert à ouvrir des marchés commerciaux africains à des multinationales américaines. L'Afrique est le marché, la santé des Africains est le produit d'appel. Aucune mention du soutien à la production locale de médicaments ou de vaccins en Afrique. L'ambition de l'Union africaine de fabriquer 60% de ces vaccins sur le continent d'ici 2040, inexistante, ignorée. Sûre, forte, prospère. Ces trois mots concernent l'Amérique et uniquement l'Amérique. Ce document n'est pas un plan de santé pour l'Afrique, c'est un plan de puissance américaine dont l'Afrique est le terrain d'exécution. Et des pays africains ont signé avec les États-Unis des Memoranda of Understanding, qu'on appelle MOU, pour mettre en œuvre cette stratégie. Avant d'aller plus loin, posons une question essentielle. C'est quoi un MOU? Un Memorandum of Understanding est en droit international une déclaration d'intention politique. Ce n'est pas un traité. En règle générale, il ne crée pas d'obligation légalement exécutoire devant un tribunal international. Un gouvernement peut techniquement le dénoncer, le renégocier, s'en écarter sans violer formellement le droit des traités. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise. L'absence de contraintes juridiques formelles ne signifie pas l'absence de pression réelle. Un MOU crée des engagements politiques, des attentes, une dépendance opérationnelle. Et entre le Malawi et les États-Unis, par exemple, le déséquilibre de puissance est abyssal. Ce déséquilibre transforme un texte non contraignant juridiquement en une pression très concrète politiquement ou économiquement. On l'a vu avec le Zimbabwe qui a osé refuser de signer ce fameux MOU. Illico presto, l'ambassadrice des États-Unis à Harare a pondu un communiqué annonçant que, puisque c'est comme ça, les États-Unis allaient réduire leur assistance sanitaire existante. Par ailleurs, les MOU liés à cette stratégie ne sont pas vagues. Ils contiennent des objectifs chiffrés, des délais stricts, des mécanismes de reporting qui placent les États africains signataires en position de redevabilité vis-à-vis de Washington et non pas vis-à-vis de leur propre population. Passons maintenant à la question qui dérange, celle que tout citoyen africain est en droit de poser à ses dirigeants. À quel moment un État africain souverain signe-t-il un document intitulé America First? Ce titre n'est pas un détail rhétorique, ce n'est pas une question de communication, c'est une doctrine. America First signifie exactement ce que ça dit. L'Amérique d'abord. Pas l'Afrique, pas ses populations, pas ses patients. L'Amérique. Faites l'expérience inverse. Imaginez les États-Unis signer avec un pays africain un accord intitulé Afrique d'abord ou avec la Chine ou l'Europe un accord dénommé China First ou l'Europe First. Mais l'indignation serait immédiate, totale. Aucun président américain, aucune administration ne survivrait politiquement à une telle signature. Mais des gouvernements africains ont signé un document qui proclame dès son titre que leurs populations ne sont pas la priorité.
Est-ce qu'ils ont même lu ce document avant de signer? Par nature, par désignation, il s'agit ici d'un accord déséquilibré. Les signataires africains, qu'ils soient chefs d'État, ministres, secrétaires d'État, ne sont pas là pour reléguer nos intérêts derrière ceux des États-Unis. Il est bon qu'ils s'en souviennent. La signature d'un MOU se fait en général au niveau ministériel, puisque en réalité, il s'agit juste d'un document de préparation à l'entente. Mais avec la America First Global Health Strategy, on a affaire à un document bourré de très fortes implications politiques. Les Américains en face ne s'en cachent pas. Ils ont conditionné leur aide sanitaire à la signature d'un accord sur les minerais en Zambie, par exemple, ce qui a même poussé le président Hichilema, pourtant un serviteur zélé des Occidentaux d'habitude, à refuser, pas comme Tshisekedi à côté en RDC. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le MOU signé par le Nigeria de Tinubu, le chuteur récidiviste, il est écrit que l'aide ira en priorité aux hôpitaux et aux cliniques chrétiennes? Oui, oui, vous ne rêvez pas. Le pire, ce n'est pas que les croisés pédos de la Maison-Blanche l'exigent. Le pire, c'est que le laquais de la CIA qui est assis là-bas à Azorok, à Abuja, l'accepte. America First, c'est politique. C'est d'ailleurs parce que c'est éminemment politique que pour la partie américaine, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est aux manettes, pas le ministère de la Santé. Alors que chez nous, ce sont les responsables de la santé qui se sont aventurés à signer et qui sont tombés dans le piège. Parlant de piège, laissez-moi vous rappeler comment on est entré dans celui de l'aide publique au développement. La dépendance sanitaire africaine n'est pas une fatalité. Elle a été construite méthodiquement sur plusieurs décennies. Dans les années 80-90, la Banque mondiale et le FMI, dont Alassane Dramane Ouattara, le vilain de Côte d'Ivoire, là était l'un des dirigeants, à l'époque il était encore burkinabé, ont imposé aux États africains des programmes d'ajustement structurel qui exigeaient des réductions drastiques des dépenses publiques. Les budgets de la santé ont été parmi les premiers sacrifiés. Des hôpitaux ont fermé, des personnels de santé ont été licenciés, des formations de médecins et d'infirmiers ont été réduites. Les États ont été affaiblis précisément là où ils auraient dû être renforcés. Le vide créé a été alors comblé par l'aide internationale. En 2003, George W. Bush crée PEPFAR, le programme d'urgence américain pour la lutte contre le sida. C'est une aide massive, réelle, qui a vraiment sauvé des millions de vies. Personne ne peut nier cela. Mais cette aide a aussi créé une architecture de dépendance à grande échelle. Des systèmes sanitaires entiers ont été construits autour des financements américains, avec des logiciels américains, des protocoles américains, des indicateurs définis à Washington. L'aide a si bien fonctionné à court terme qu'elle a rendu politiquement difficile la construction d'alternatives à long terme. C'est ce qu'on appelle le piège de l'efficacité de l'aide. Elle marche suffisamment bien pour être indispensable, mais pas assez structurellement pour permettre l'émancipation. La stratégie America First n'a pas créé cette dépendance, elle a simplement mise en contrat. Et c'est précisément pour cela qu'il faut en sortir. Alors maintenant, comment est-ce qu'on en sort? Pour les gouvernements qui ont déjà signé ces MOU, il faut revenir dessus. Il faut tirer parti de la nature juridique des MOU. Ces textes ne sont pas des traités, ils n'engagent pas encore formellement ou financièrement les États. Les gouvernements qui ont signé ont la capacité juridiquement et politiquement de renégocier, d'amender, d'enrichir ou tout simplement de renoncer. Pour les sommes que j'ai vues passer, là, 147 millions de dollars au Burkina, 179 millions de dollars au Niger, des sommes qui par ailleurs intègrent la quote-part des deux États, franchement, on peut les mobiliser ici avec des financements africains et très rapidement. On n'a pas besoin d'aller brader sa dignité ni des informations stratégiques pour cela.
Si certains choisissent de renégocier, alors il faut exiger des clauses de soutien à la production locale de médicaments, modifier les mécanismes de reporting, raccourcir ou rallonger les délais selon leurs intérêts et quel que soit lambda. Il faut refuser la communication des données personnelles des citoyens. Il faut aussi s'assurer que les ministres ou techniciens de l'État qui ont la responsabilité de signer ou de travailler sur des MOU, des traités, des accords ou des partenariats soient bien formés, décomplexés, patriotes et sans conflit d'intérêts. Tu ne peux pas être ministre de la Santé ici et être assis en même temps au conseil de gouvernance des trucs de Bill Gates là-bas où tu ne représentes pas ton pays. Ça ne marche pas, ce n'est pas compatible. Il faut que ces personnes prennent le temps de lire, d'étudier, de comprendre, de peser tous les documents qu'ils sont amenés à signer. Les Occidentaux et même les Orientaux ne font rien dans la précipitation. Dans le cas présent, les Américains ont pris tout leur temps pour produire le document le plus efficace pour eux, en ayant étudié tous les points, pesé tout ce qui peut leur rapporter quelque chose. Nos gens ne doivent pas se laisser mettre la pression, genre « il faut signer d'ici 1 mois ou 2 ». Non. S'il faut 6 mois, 1 an ou 2 ans pour étudier le document et pour faire nos contre-propositions, on les prend. Point. Ceci nous amène à l'obligation de transparence. Les projets d'accord qui ont vocation à être signés au nom des populations et à engager l'État, ainsi que les accords finaux et leurs annexes doivent être rendus publics. Ce n'est pas un débat. Cette transparence permet aussi à l'expertise extra-institutionnelle d'en prendre connaissance et d'apporter sa contribution pour préserver les intérêts du pays. C'est cela qui sauve les Kenyans dans l'affaire d'America First. Ruto, lui, il n'a même pas laissé son ministre signer, c'est lui-même qui est parti à Washington pour signer le MOU là-bas en direct avec Marco Rubio. Mais comme au Kenya, ils doivent rendre publics les documents. C'est comme ça qu'une organisation de la société civile, la Fédération des consommateurs du Kenya, a porté plainte par rapport à la clause de divulgation des données de santé des populations et que la Haute Cour de justice a suspendu le MOU. Donc on ne vient pas me dire qu'on ne peut pas faire ça. On peut. C'est une question de volonté politique. D'ailleurs, le fait que ce soit les Américains qui nous apprennent que nos propres gouvernements ont signé quelque chose est en soi un acte de domination de la part des États-Unis et de soumission communicationnelle de la part de nos États. Vous allez voir que quand on va mettre fin à l'opacité qui entoure les accords, les gens même qui viennent nous proposer des contrats vont bien réfléchir aux termes et clauses qu'ils vont mettre dans leurs offres. C'est dans l'opacité là que les Français étaient allés dissimuler leur appropriation de nos ressources minières dans l'annexe 2 d'un accord de défense obscur signé à Paris en 1961. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Vous pensez que si la transparence était de mise, les Nigérians de Tinubu là auraient accepté une clause non réciproque qui dit que Trump et Rubio peuvent à tout moment mettre fin à l'accord si celui-ci ne correspond plus aux intérêts nationaux américains? Bon, après, c'est Tinubu, il est capable de tout. Enfin, il faut négocier collectivement. Un pays seul face aux États-Unis ou à une autre grande puissance est en position de faiblesse. C'est en tant que confédération AES que la négociation aurait dû être menée par le Burkina, le Niger et le Mali. Pareil pour les membres de la CEDEAO, de la CEMAC, de la East African Community, etc. Pour conclure cette émission, je vous rappelle que la souveraineté est indivisible. Elle n'est pas partielle. Tu ne peux pas dire que tu es souverain militairement ou diplomatiquement et rester captif dans la monnaie, dans les systèmes financiers, dans la culture, dans l'éducation, dans la langue, dans la santé des autres. Un pays qui laisse une puissance étrangère définir ses objectifs sanitaires, contrôler et stocker ses données épidémiologiques et distribuer ses médicaments, ce pays n'est pas souverain, il est administré. Un pays qui ne contrôle pas sa politique de santé publique ne contrôle pas son destin
Parce que de toutes les ressources dont nos pays disposent, les plus importantes, celles qui ont le plus de valeur, avant l'or, avant le pétrole, avant l'uranium, avant le coltan, avant le lithium, avant le diamant, avant le bois, avant le gaz, ce sont les ressources humaines, le capital humain, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, les citoyens. Nous savons qu'au Sahel, nos autorités suprêmes focalisent leur attention et leurs efforts sur la sécurité et l'autosuffisance alimentaire, car sans elles, nous ne serions plus là. Et nous les en remercions infiniment. Mais il faut que leurs équipes soient à la hauteur de la vision et de la compétence de nos chefs dans les autres secteurs qui leur ont été confiés. Il faut extirper tous les reliquats de l'ancien système france-africain et néocolonial qui infestent nos administrations. Il faut sanctionner les traîtres et les agents doubles. Il faut former les fonctionnaires et les techniciens à la souveraineté durable. Et il faut qu'individuellement, chacun de nous, à l'endroit où il est, dans la famille ou dans le travail, fasse sa part pour s'assurer que nous défendons les intérêts de nos pays dans les actes que nous posons et dans les décisions que nous prenons. À tous ceux qui, comme moi, ont eu le cœur coupé en apprenant par les Américains que nos pays avaient signé ces MOU de la honte, sachez que c'est réversible et que cela sera sûrement corrigé. Aux individus qui ont signé ce document America First, revoyez-vous ou alors quittez sur le chemin de notre refondation et de notre révolution. Et enfin, à chacun d'entre vous, là dehors, en vos qualités de citoyens et d'acteurs de vos propres vies, soyez vigilants, soyez des lanceurs d'alerte patriotes et soyez les soldats résolus de notre souveraineté et de notre dignité. Peace out.